Depuis le début de cette série d'épisodes sur le masculinisme, je parle de la masculinité. Mais en réalité, on pourrait considérer qu'il y a plusieurs masculinités et qui entretiennent des rapports hiérarchiques entre elles. La chercheuse Raewyn Connell dit qu'il y a une masculinité dominante dans notre société et qui a pour objectif de légitimer le patriarcat. C'est ce qu'elle appelle la masculinité hégémonique. La masculinité hégémonique valorise les hommes agressifs, compétitifs et capables d'être violents, toutes les qualités qui permettent l'exercice d'une domination. Elle définit également ce qui est censé être la féminité avec des qualités opposées. Elle valorise les femmes attentionnées, pacifiques et coopératives. On constate bien le fait que la virilité est construite sur un rapport de pouvoir. Et d'ailleurs, Louise d'Épinay, qui était une femme de lettres durant les Lumières, disait déjà, je cite, que si les hommes avaient un besoin vital de dominer pour exister en tant qu'hommes, qu'adviendrait-il d'eux le jour où les femmes ne les reconnaîtront plus pour maîtres ? La masculinité hégémonique ne hiérarchise pas seulement les sexes. Elle crée également des hiérarchies entre les différentes formes de masculinité. En haut de la hiérarchie, on va trouver la masculinité hégémonique. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas atteignable par la majorité des hommes. C'est pourquoi Connell a créé le concept de masculinité complice, pour parler des hommes qui relaient le modèle de l'homme viril sans même l'incarner. Ils jouent un rôle particulièrement important dans le maintien de la domination masculine. Elle évoque aussi la masculinité marginalisée et la masculinité subordonnée. La masculinité subordonnée renvoie à une hiérarchie interne au sein du genre masculin. Certains hommes vont être considérés comme inférieurs parce qu'ils peuvent paraître efféminés, alors que la masculinité marginalisée renvoie à des rapports qu'entretiennent les masculinités des groupes dominants avec celles des groupes considérés comme inférieurs socialement, comme les classes populaires ou certains groupes ethniques. Connell croise dans son analyse le genre masculin et la classe sociale ou le groupe ethnique. Elle parle d'hommes qui ont des caractéristiques ne leur permettant pas d'être un homme dominant dans la société. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que même des hommes dominés socialement peuvent relayer l'idéal viril alors même que cet idéal permet de les opprimer dans certaines sphères, comme celle du travail. Autre paradoxe aussi, c'est qu'on retrouve les hommes faisant le relais de la masculinité hégémonique dans tous les postes qui nécessitent de se soumettre à l'autorité et d'obéir. Ce qui montre bien que beaucoup d'hommes acceptent d'être dominés par d'autres hommes, mais veulent conserver la domination sur les femmes parce que finalement c'est la seule chose qui leur reste. D'ailleurs, on peut aussi observer que beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas accéder à une position sociale de pouvoir se rattachent à ce qui va leur permettre de cultiver une apparence de virilité. Et d'ailleurs, je pense qu'une grande partie des masculinistes ont compris ça et que c'est pourquoi ils vendent souvent des conseils et des produits liés à la musculation. Comme on vient de le dire, tenter de faire adhérer tous les hommes à la masculinité hégémonique permet de ne pas considérer l'oppression sociale qui s'exerce entre eux. Mais pourtant, ce sont les hommes qui sont majoritaires dans les conseils d'administration. Ce sont eux qui décident de délocalisation, créant du chômage. Ce sont aussi eux qui créent des crises économiques à cause de jeux spéculatifs. Et pourtant, les hommes précaires préfèrent accuser les féministes d'être la cause de leur malheur, alors que leur condition de merde est causée par l'action d'autres hommes. L'idéal viril génère un discours permettant d'endormir les hommes, afin qu'ils ne réfléchissent pas à l'oppression de classe. Par exemple, on ne peut pas parler de la guerre sans faire la distinction entre ceux qui sont sur le champ de bataille et ceux qui prennent des décisions à l'abri. D'ailleurs, le président Roosevelt relayait un discours de la crise de la masculinité. Il disait qu'à son époque, les hommes devenaient trop efféminés et qu'ils ne feraient plus de bons soldats.
Les masculinistes insistent malgré tout sur le fait que la virilité est utile, qu'elle permet par exemple de protéger la nation en temps de guerre. Mais la virilité est-elle si bénéfique pour la société ? Ils parlent beaucoup moins de ce qu'elle implique en termes de coût. L'historienne Lucie Pétavin évoque dans son livre Le coût de la virilité le fait que les hommes soient responsables de l'écrasante majorité des comportements asociaux et que ça implique un coût pour l'État et les concitoyens. Ils représentent 84% des auteurs d'accidents de la route mortels, 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mises en cause pour meurtre et 97% des auteurs de violences sexuelles. L'autrice calcule que chaque année, ce sont des milliards d'euros qui sont dépensés par l'État dans des services de police, judiciaires et médicaux pour régler ces dommages. La virilité est-elle réellement en voie de disparition, comme l'affirment les masculinistes ? On observe qu'avec le mouvement féministe, effectivement, la masculinité hégémonique est remise en question aujourd'hui. Sauf que qu'est-ce qu'il en est concrètement en termes de rapport de pouvoir et non en termes de discours ? Francis Dupuy-Derry rappelle que les États, les grandes organisations et les grandes entreprises sont encore majoritairement gouvernés par les hommes, qu'il y a encore des conflits armés et des violences faites aux femmes dans le monde. Les masculinistes expliquent la crise de la masculinité en se basant surtout sur le fait que le discours féministe est plus médiatisé aujourd'hui. Mais ils n'évoquent pas la situation réelle des rapports de pouvoir, qui va à l'encontre de ce qu'ils affirment. En réalité, il n'y a pas de crise réelle, mais un discours de crise. Et ce discours a une utilité assez évidente. Les masculinistes se posent en tant que victimes du féminisme afin de réattirer l'attention sur eux et de devenir l'idéologie dominante. Le féminisme doit donc nécessairement remettre en question l'idéal viril en même temps qu'il questionne les rapports de pouvoir et les inégalités concrètes. Raewyn Connell s'était inspiré de la théorie de l'hégémonie culturelle d'Antonio Gramsci pour l'appliquer aux études de genre. On va donc maintenant parler de cet auteur marxiste et du fait que l'enjeu dont il est clairement question est de gagner une bataille idéologique. Pour Marx, l'infrastructure économique prime sur la superstructure idéologique. Antonio Gramsci critique cet économisme car pour lui, l'infrastructure et la superstructure s'influencent réciproquement, ce n'est pas à sens unique. Gramsci dit justement qu'il faut que les intellectuels influent sur la superstructure idéologique, qu'ils diffusent les idées marxistes afin qu'elles deviennent hégémoniques, c'est-à-dire dominantes, ce qui permettrait de gagner la bataille d'opinion, d'accéder au pouvoir et ainsi de pouvoir changer l'infrastructure économique. Gramsci avait fait cette analyse afin d'expliquer pourquoi les révolutions communistes prédites par Marx dans les pays industrialisés ne s'étaient pas produites. Les crises économiques provoquées par le capitalisme n'avaient pas mené mécaniquement à la diffusion d'idées communistes, car il continuait à y avoir une hégémonie culturelle de la bourgeoisie. L'idéologie auquel adhéraient encore les travailleurs était celle diffusée par la bourgeoisie. Ce que montre Gramsci, c'est que la superstructure idéologique a sa propre inertie et que les intellectuels jouent un rôle important puisqu'ils peuvent avoir une influence sur celle-ci en diffusant une idéologie via la littérature, la presse et l'éducation. Tout ça pour dire que les intellectuels féministes participent à diffuser une certaine idéologie et une certaine conception philosophique de l'être humain. Les masculinistes, qui disent que le féminisme va trop loin et que l'égalité en droit suffit, ont tort, car il faut un changement de mentalité pour que les rapports de pouvoir changent durablement. On va maintenant parler du type de philosophie et de projets politiques sur lesquels se basent les masculinistes pour construire leur idéologie. Julien Rochdy essaye un peu de jouer ce rôle d'intellectuel qui construit l'idéologie masculiniste en s'inspirant de la philosophie nietzschéenne. Il se base sur Généalogie de la morale pour expliquer
que la morale aristocratique étant celle du fort, c'est celle que l'homme est censé adopter. Il doit exprimer sa volonté de puissance, affirmer ses propres valeurs sans se soucier du faible. Tandis que les faibles auraient une morale d'esclave et seraient dans le ressentiment vis-à-vis du fort. D'après Rochdy, les faibles sont justement les féministes qui vont promouvoir des valeurs mortifères d'égalité et de tolérance. Il dit souvent qu'elles sont dans le ressentiment et cherchent à se venger des hommes parce qu'ils expriment leur volonté de puissance. Il dit aussi qu'en Occident, les valeurs nihilistes de compassion et d'égalité sont trop présentes et que de ce fait, les hommes se féminisent et s'affaiblissent. Quand un représentant de la morale des esclaves vient pour le culpabiliser d'être ce qu'il est, l'aristocrate peut réagir en lui fondant le crâne, et c'est arrivé heureusement, mais la plupart du temps, cet aristocrate va écouter, il va inhaler le poison moral qui lui est susurré, jusqu'à entrer dans un masochisme schizophrénique qui peut se remarquer à l'échelle individuelle comme à l'échelle communautaire aujourd'hui. On observe également un lien étroit entre le masculinisme et la droite identitaire. La droite identitaire considère la nature humaine comme assez figée, alors que la gauche en général considère que l'identité est en perpétuelle évolution et fait primer le constructivisme sur l'essentialisme. On retrouve aussi l'idée dans la droite identitaire que les inégalités sont fondées en nature, comme on en avait déjà parlé dans la première vidéo avec le darwinisme social de Spencer. Les masculinistes ont tendance à présenter les hommes immigrés comme étant les principaux responsables des agressions sexuelles, alors qu'à côté de ça, les hommes occidentaux seraient assez civilisés et finalement la seule chose qu'on leur reprocherait, ça serait d'être trop galants. Finalement, l'opposition entre le masculinisme et le féminisme relève d'une opposition plus large entre l'idéologie de la droite réactionnaire et celle de la gauche progressiste. Dans le prochain épisode, je m'appuierai sur les travaux du sociologue Michel Clouscar pour vous proposer une critique constructive du féminisme et de la gauche progressiste.